Bienvenue sur RN Nutrition, le podcast où l'on explore ensemble les racines africaines de la nutrition végétale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le cœur même de ce qui inspire chaque épisode de ce podcast, le végétal aux racines africaines. Quand on parle de végétalisme en Afrique, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Est-ce que vous pensez que nos ancêtres avaient déjà adopté un mode de vie majoritairement végétal ? Ou bien est-ce que c'est une idée récente ? Je vous emmène donc en Afrique dans un voyage à travers le temps, remonter aux origines, chercher des indices dans les traditions, les croyances et les pratiques alimentaires ancestrales. Explorons ensemble ce que l'histoire nous révèle. L'alimentation, ce n'est pas simplement ce qu'on met dans l'assiette. C'est un héritage, un lien avec la terre et l'histoire. Pourquoi tant de civilisations anciennes ont misé sur le végétal? Simplement pour nourrir les populations? Ou est-ce que ce choix allait bien au-delà de la survie? En Égypte et en Éthiopie, les céréales comme le blé, l'orge, le teff ou le sorgho étaient cultivées depuis des millénaires. Quel que soit le climat local, elles poussaient. Donc, c'était un des meilleurs moyens d'assurer leur avenir. Et en plus, c'était moins risqué que l'élevage et moins imprévisible que la chasse. L'économie mise à part, les plantes jouaient le rôle central dans la médecine traditionnelle. Au Togo, par exemple, plus de 100 plantes médicinales étaient utilisées pour traiter toutes sortes de maladies. Certaines feuilles, racines ou écorces faisaient partie du quotidien bien avant que la science moderne ne confirme leurs bienfaits. Et puis, il y a la dimension symbolique et spirituelle. De nombreux peuples considéraient certains végétaux comme très sacrés, et pas seulement comme des aliments ou des remèdes. Chez les Sérères de la Sénégambie, par exemple, le nkol, un arbre mythique fondateur, symbolisait le lien entre le monde visible et l'invisible. À travers le continent, cultiver des végétaux était bien plus qu'une nécessité. C'était un choix stratégique, un savoir-faire ancré dans la culture. Voyons maintenant comment cela se vivait au quotidien, en commençant par Kemet, l'Égypte ancienne. Imaginez, vous êtes à Kemet en pleine journée sous le soleil brûlant. Après des heures de travail, il est temps de manger. Et que trouvez-vous sur votre table ? Un pain encore chaud, cuit sur la braise. À côté, une jarre de bière épaisse et nourrissante brassée avec de l'orge et sucrée aux dattes. Vous croquez dans un oignon frais, relevé et croquant, tout en savourant des lentilles parfumées à l'ail. Un repas simple mais complet qui vous apporte de l'énergie pour continuer la journée. À Kemet, l'alimentation était avant tout végétale. Du paysan au pharaon, le pain et la bière étaient incontournables à chaque repas. Tous les deux, tirés du blé amidonnier et de l'orge, étaient tellement essentiels qu'ils servaient même de salaire pour les ouvriers et les artisans. Les Égyptiens anciens cultivaient aussi toute une variété de légumes, comme l'ail, l'oignon, la laitue et le concombre qui accompagnaient souvent les repas. Il y avait les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches et les fèves pour apporter des protéines et compléter leur alimentation où la viande restait occasionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle était coûteuse à produire et réservée aux plus aisés ou à des événements marquants. Pour la majorité, en consommer chaque jour n'était ni accessible ni nécessaire. Les végétaux suffisaient à nourrir, soigner et même à célébrer. Les fruits avaient aussi une place importante. Les dattes et les figues, riches en sucre et faciles à conserver, étaient des sources d'énergie sans pareil. Le raisin, lui, servait à la production du vin, principalement réservé aux élites et aux cérémonies. Se nourrir de ce que la terre du Nil offrait, c'était vivre en harmonie avec elle, en respectant un équilibre millénaire. Derrière cette simplicité en apparence se cachait une cuisine riche et variée. Les pains prenaient différentes formes et saveurs, parsemés de graines, d'épices ou de fruits. La bière, épaisse et brassée avec soin, était un vrai aliment à part entière. À Kemet, le végétal n'était pas une option par défaut. Il faisait partie de l'ordre des choses. Maintenant, vous êtes en Éthiopie. Un jour de jeûne orthodoxe. La table est dressée et tout le monde se retrouve autour d'un repas simple chargé d'histoire.
Pas de viande, pas de produits laitiers. Juste une grande galette d'injera, souple et légèrement acidulée, servie avec des ragoûts de lentilles relevés d'épices, une purée de pois chiches parfumés, des légumes mijotés. Un repas préparé avec soin et bien plus qu'une routine du quotidien. En Éthiopie, le végétal occupait une place essentielle. Mais pourquoi cette cuisine s'est autant construite autour des plantes? Et si c'était pour des raisons qu'on ne soupçonne pas? Depuis des siècles, une céréale en particulier dominait les repas. Le teff. C'était lui qui servait à préparer l'injera, cette galette souple et légèrement acidulée qui accompagnait tous les plats. Vous imaginez un repas sans injera ici? Impossible. Cette cuisine végétale s'est beaucoup développée au rythme de la spiritualité. Avec presque 200 jours de jeûne orthodoxe par an, la grande majorité de la population mangeait strictement végétal pendant de très longues périodes. Les produits d'origine animale disparaissaient complètement des assiettes. La viande, elle, n'était consommée qu'à certaines occasions, grandes fêtes religieuses, cérémonies familiales ou événements marquants. Pour beaucoup, c'était un aliment d'exception, réservé à des moments particuliers, pas à la vie de tous les jours. Ces règles alimentaires, respectées par une grande partie de la population, ont peu à peu façonné toute la culture culinaire du pays. Ce n'était pas qu'un choix spirituel ou culturel, mais aussi une affaire de santé. Avec ses céréales complètes, ses légumineuses et ses légumes en abondance, l'alimentation traditionnelle éthiopienne était reconnue pour ses bienfaits sur la santé physique et cardiaque. Mais, comme tout monde alimentaire, elle a demandé un bon équilibre pour éviter certaines carences, en particulier en fer et en vitamine B12. Là-bas, manger végétal n'était pas une nouveauté. C'était un véritable mode de vie. Voyageons encore. Vous êtes au cœur du royaume Congo, dans la région actuelle du Congo RDC, Congo-Brazzaville et de l'Angola du Nord, il y a plusieurs siècles. Ici, la terre n'est pas qu'un sol à cultiver. Elle est vivante, elle est sacrée. Chaque récolte est une bénédiction, un cadeau des ancêtres et des esprits protecteurs. Pourquoi est-ce qu'au Congo précolonial la viande restait secondaire alors que la chasse et la pêche existaient? Par manque de moyens? Ou parce que manger végétal avait une signification bien plus profonde? Avant même de semer, il fallait honorer la terre. Les premiers fruits des récoltes n'étaient pas consommés immédiatement. Ils étaient déposés sur un autel familial ou au pied d'un arbre sacré en offrande aux ancêtres, aux esprits de la nature et à la force créatrice suprême. C'était une manière de demander leur bénédiction pour assurer des récoltes toujours abondantes et éviter les catastrophes naturelles. Des arbres comme le palmier à l'huile n'étaient pas juste là pour nourrir. Son huile rouge servait dans les cérémonies traditionnelles et le vin de palme versé pendant les rituels renforçait le lien avec les ancêtres. Certains champs, eux, étaient sacrés et on les cultivait selon des règles précises. Mais qu'en était-il de la viande? Quelle était sa place dans l'alimentation? Des animaux étaient considérés comme totems, et pour certains clans, en consommer revenait à briser un interdit majeur. Manger son animal totem, c'était rompre un lien sacré avec ses ancêtres. Un acte grave qui pouvait entraîner des conséquences spirituelles pour tout un clan. Et même ceux qui avaient le droit de chasser ne le faisaient pas à la légère. Un chasseur devait d'abord obtenir la bénédiction des esprits de la forêt, des ancêtres chasseurs du clan et des esprits totems. Il ne pouvait pas simplement partir en forêt et tuer un animal. Il devait effectuer des rituels avant de traquer son gibier. Sans cela, il risquait d'attirer le malheur sur lui et les siens. La viande n'était donc ni un besoin quotidien, ni un aliment de base, contrairement aux tubercules africaines. Manger de la chair animale était soumis à des règles spirituelles strictes et à des tabous culturels. Et puis ce n'était pas accessible à tout le monde. C'était plutôt exceptionnel lors d'occasions spéciales ou quand il fallait honorer un invité. Dans la vie de tous les jours, l'alimentation était naturellement tournée vers le végétal. Les produits de la terre étaient bien plus abondants, plus partagés et les plus favorisés. Manger végétal au Congo précolonial, ce n'était pas une contrainte, c'était respecter cette relation sacrée avec la terre et avec les ancêtres.
c'était renforcer la communauté et transmettre un héritage sur des générations. C'est quand même fort de voir que ces traditions alimentaires ont traversé les siècles. Ce lien entre nous, la terre et nos ancêtres n'a jamais vraiment disparu. Même si l'histoire a bouleversé les habitudes, que la colonisation et l'occidentalisation ont changé nos modes de vie, l'alimentation végétale fait toujours partie de nos cultures. Certains plats ont évolué, d'autres ont été oubliés, mais les bases sont restées. Et aujourd'hui, on y revient. De plus en plus d'afro-descendants redécouvrent des pratiques alimentaires proches de celles de leurs ancêtres, par envie de mieux comprendre leur héritage, de prendre soin de leur santé, ou simplement de retrouver une connexion plus profonde avec leur identité et leur environnement. Il n'y a pas de rupture avec le passé. Ce n'est pas une mode qui apparaît aujourd'hui, c'est une mémoire qui refait surface. C'est une continuité qui nous rappelle que manger végétal n'est pas une nouveauté, mais un retour aux sources. Manger végétal en tant qu'afrodescendant, ce n'est pas s'éloigner de son identité, c'est s'en rapprocher, c'est redécouvrir un mode de vie qui a toujours existé. Alors, si cet épisode vous a donné matière à réflexion, si vous voyez ces traditions d'un nouvel œil, partagez-le, échangez, faites circuler ces connaissances. Parce qu'on a tous à gagner, à se réapproprier ce qui nous appartient depuis toujours. Merci d'avoir écouté RM Nutrition et à très bientôt pour une nouvelle exploration du végétal aux racines africaines.